Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Le week-end dernier, nous avons tous vu ces images de nos jeunes tentant de pénétrer dans la ville occupée de Ceuta. Il aura fallu un très fort déploiement policier pour empêcher cette vague de quelques milliers de jeunes de réaliser leur objectif. Au-delà de cette mobilisation des forces de l'ordre, dont il faut saluer ici le professionnalisme et l'admirable organisation, ce sont les causes de cette désespérance que nous allons essayer d'analyser et de décrypter lors de cette émission d'aujourd'hui. Il y a de tout, pas de formation ou une formation inadéquate, la persistance de la croyance en un Eldorado européen très fantasmé, une défaillance des corps intermédiaires, une atonie du gouvernement, bref, plusieurs causes dont on fera le tour tout au cours de cette émission. Avec nous pour en parler, Souad Mkawi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice générale et cofondatrice de Maroc Diplomatique et du site éponyme, comme on dit, marocdiplomatique.com. .net. Voilà, .net aussi. Voilà, donc on note tout ça. Merci d'être avec nous. Ali Harichi. Merci à vous. Marhaba, bonsoir. Ali Harichi, vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques à Mondiapolis. Merci d'avoir accepté notre invitation. De même, c'est Abdelhamid Belkhtab. Merci aussi d'avoir été avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci à vous trois. On y va. Nous avons donc tous appris cette tentative massive de migration ce dimanche dans les médias et les réseaux. Quoi qu'il faille se méfier des informations colportées sur ces réseaux. Je dis bien colportées parce qu'elles sont souvent fausses. Alors, question simple, je commence par vous, Souad Mkawi. Question simple, qu'est-ce que vous avez reçu et comment vous avez reçu cette information et qu'est-ce que vous avez ressenti en le ressentant? J'ai déjà mon idée sur la réponse, mais je préférais vous l'entendre de votre bouche. Alors, pour commencer déjà, il faut dire que l'immigration clandestine, illégitime, c'est pas exclusif au Maroc ou bien à l'Afrique, c'est dans le monde entier. Et même au Maroc, on a l'habitude de voir des scènes de personnes, femmes, hommes, jeunes, enfants qui embrassent le large pour atteindre les rives. Rien qu'au mois, je crois, d'août, on a dépassé les 14 000 migrants qui ont tenté de quitter le pays. Alors, pour revenir à votre question, c'est Aziz, ce que j'ai ressenti, je crois que, comme tout le monde, c'est un ouragan de sentiments. Donc, je dirais, dans un premier temps, de l'indignation, de la tristesse, de l'inquiétude aussi. Alors, l'indignation, parce que à voir ces jeunes qui mettent en péril leur vie pour quitter le pays, ça fait mal. Ce sont nos enfants. Et donc, pour eux, c'est un pays qui leur tourne le dos. Tristesse, parce que là, je dirais que ça nous renvoie une image de notre échec collectif. Et quand je dis collectif, c'est-à-dire le gouvernement, les institutions, la famille, l'école, les médias, tout corps confondu, bien entendu. J'ai parlé aussi d'inquiétude parce que ces jeunes, finalement, cette fois-ci, comme vous l'avez mentionné, les forces de l'ordre ont fait un travail extraordinaire pour maîtriser le pire, parce qu'on aurait pu effectivement arriver au pire. Mais ma question est jusqu'à quand? Ces jeunes-là, si on ne résout pas le problème, ils vont retenter une fois, deux fois, trois fois, etc. Alors, il y a eu aussi un sentiment de choc. Choc parce que voir des images d'enfants de 9 ans, 10 ans, 14 ans, là c'est choquant. Quand on voit ces masses, ces vagues humaines qui déferlent vers le large, alors là, bravant les forces de l'ordre avant de braver les vagues, ça c'est quelque chose. Ça veut dire que c'est choquant parce que là, on se dit que ces gens n'ont plus rien à perdre. Mais les jeunes, on peut comprendre, on se dit, ils vont chercher un travail ailleurs, ils vont chercher un avenir ailleurs, mais les enfants, là, je crois que ça nous pousse à une réflexion profonde. Il y a eu aussi de la méfiance, parce que avoir
Ça a commencé sur TikTok, je crois. TikTok, Facebook et puis Instagram. Des messages qui sont devenus à un certain moment viraux pour rassembler tout ce monde. Je me dis que c'est pas fortuit. C'est pas fortuit dans la mesure où il y a eu beaucoup de manipulations derrière. Je ne suis pas dans le complotisme. On ne peut pas quand même expliquer ou bien justifier ce qui s'est passé par des mains invisibles. Des mains invisibles, il y en a eu. Mais nous avons... Une réalité aussi, exactement. il y en a. Parce que la manipulation, justement, c'est présenter, exposer une réalité qui existe en essayant de la déformer et alors, de la on va entrer dans gonfler. les détails, justement. D'ailleurs, c'est pour ça, pour reprendre un peu ce que vous dites, c'est pour ça que j'ai insisté sur le terme colporté des réseaux sociaux, parce qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités qui ont été dites, beaucoup de choses fausses qui ont été dites, et ces jeunes qui sont partis ne savaient pas trop où ils allaient. Un gamin de 9 ans, un gamin de 10 ans, il ne sait pas qu'en allant à Ceuta, il va trouver la mer de toutes les manières en face de lui. Donc, ils ne savent pas. Alors, Ali Abdelhamid Belkhatab, à vous, même question, comment vous avez reçu l'information, votre premier ressenti, comme ça, à chaud? Oui, bon, moi j'étais tout simplement dans une situation de confusion. Enfin, moi qui ai d'habitude très froid devant la télévision. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de voir les images, on a l'habitude d'analyser ce qui se passe. Mais là, quand on voit ces images-là, on se dit, bon, c'est peut-être un moment d'interpeller un certain nombre de politiques publiques qui ont tout simplement fait défaut, ou tout simplement qui ont manqué à réaliser leur objectif. Donc, je parle essentiellement de développement humain, dont on a beaucoup parlé depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas? L'INDH. Comment ça se fait que ces petits-enfants, ces jeunes, ont perdu espoir? Justement, toutes les politiques publiques déployées depuis une vingtaine d'années avaient pour objectif de faire ressortir ces jeunes de la pauvreté et de la précarité. Alors, comment on est arrivé à ce stade-là? Comment est-ce que des jeunes ont perdu toute confiance dans... Ouais, j'ai des questions, mais j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai des éléments de réponse, mais ce ne sont pas des réponses. Alors, un jeune qui perd confiance dans son pays, il y a un problème de socialisation. Un problème de socialisation politique d'abord, sociale. On est devant des jeunes complètement désocialisés. C'est-à-dire que toutes les structures, tous les mécanismes de socialisation, d'éducation ne fonctionnent plus. Et c'est là où il y a un problème. Et ce n'est pas uniquement une question de misère, ce n'est pas une question de pauvreté, mais aussi de perception du monde. Vous avez des jeunes qui n'ont pas confiance dans leur pays, qui n'ont aucune confiance dans les institutions qui les entourent. Mais alors, si les jeunes n'ont pas confiance dans les institutions, il y a vraiment un problème. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Il faut commencer par l'être humain. Et c'est pourquoi, là aussi, il faut interpeller aussi les politiques d'enseignement. Pourquoi est-ce que l'enseignement n'arrive pas à inculquer à ces jeunes-là des valeurs d'abord de nationalisme, des valeurs aussi je dirais, de respect à un certain nombre d'institutions. Vous avez des jeunes qui n'ont confiance et qui ne croient en rien. C'est-à-dire que, au lieu que les institutions officielles jouent et, assurent leurs fonctions et assument aussi leurs responsabilités dans cette tâche-là, il y a des gens qui se supplantent à l'État, aux institutions officielles dans l'éducation de ces enfants. C'est là où il faut s'arrêter un moment et dire, voilà ce qui se passe, peut-être on peut en faire aussi une opportunité pour l'avenir. On ne veut pas faire le procédé, on va pas faire le procès des réseaux sociaux, quoique, il faudrait peut-être y penser un jour, mais on vient à une grosse responsabilité dans l'éducation, justement. Absolument. Avant, il y avait l'école de l'école, il y avait les parents, il y avait la société, maintenant il y a aussi Internet avec tout ce qui peut arriver. On continue le tour de table avec vous, Ali Hariji. Oui, moi je pense comme collègue, ce que j'ai ressenti comme tout Marocain, honnête et sincère. J'ai ressenti de l'amertume, j'ai ressenti de la tristesse, comme vous avez dit, Madame Kawi, j'ai ressenti du désespoir, non seulement de ces enfants, mais le désespoir de toute une population. Quand des enfants
à un âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, veulent quitter leur pays, c'est la question qui nous interpelle. Pourquoi ces enfants vont quitter? Quelle a été la socialisation? Ce sont des enfants. On est au moment de la socialisation primaire, qu'elle soit politique ou même familiale. C'est-à-dire qu'il y a un désespoir total. Peut-être pas la pauvreté, mais je dirais, moi, qu'il y a beaucoup de disparités. Disparités sociales et disparités territoriales. Quand on voit des territoires ou certaines régions au Maroc, malgré toutes les politiques publiques qui ont été là depuis une vingtaine d'années, et certaines régions du Maroc où il y a encore rien à faire pour des jeunes. C'est-à-dire que ce sont des jeunes enfin des jeunes ou des enfants qui voient que l'avenir, il est sombre pour eux, chez eux, dans leur territoire, dans leur pays. Donc, et ce n'est pas la solution d'aller ailleurs, parce que ailleurs, ce n'est pas l'Eldorado, comme vous avez dit, M. Boustza, au début de votre introduction. Ce n'est pas l'Eldorado. Un enfant de 9 ans ou 10 ans, ou même un jeune de 20 ans, l'Europe, peut-être, c'est différent, mais ce n'est pas l'espoir, ce n'est pas l'Eldorado qu'ils vont trouver là-bas. Donc, quand on voit cette masse de jeunes, un nombre qui part, bon, certainement, avec les réseaux sociaux, c'est un nouveau instrument, ou un nouvel instrument qui rentre dans la socialisation de la communication aujourd'hui, qui a été peut-être utilisé. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, pourquoi des gens sont partis? Moi, j'étais sur l'autoroute la veille. Et j'ai vu, au niveau du péage, des enfants, enfin des jeunes, et je n'avais pas compris au début, sincèrement, qui essayaient il y avait des camions, donc des grands camions, et qui escaladaient le derrière des camions quand on était au niveau du péage. Et je n'ai pas compris, mais j'ai vu les gendarmes qui les ont suivis, les camions, et qui les ont fait, c'est-à-dire qui ont arrêté le camion, et j'ai compris après que c'était des gens qui prenaient donc la route avec ce moyen-là pour aller donc vers le nord. Et ça, ce sont des questions qui se posent. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur les politiques publiques. Pourquoi des politiques publiques très importantes n'ont pas donné parfois des résultats aussi importants et d'avoir ces jeunes-là. Et c'est triste. Je pense que c'est triste pour nous tous. Alors, c'était la première question, donc, pour faire le tour de table. Vous avez fait mention de votre émotion, de votre affect. Voilà, maintenant, on va passer aux choses plus claires, plus concrètes sur pourquoi ça s'est passé. Alors, je reprends une phrase, une expression que vous avez utilisée. Nous sommes tous responsables, Souad Mkawi, en disant les institutions, les médias. Alors, c'est l'objet de la deuxième question. Est-ce que le pouvoir public, le gouvernement, pour ne pas le citer, ne devait-il pas s'attendre à une telle action, surtout qu'il y a eu des précédents, que ce soit en 2021, que ce soit en août, ceux qui sont partis à la nage. Alors, ce sont des institutions comme le Haut Commissariat au Plan, avec les chiffres du chômage, et des NITS, dont on va pas refaire l'histoire des NITS, mais il y a eu ça, il y a le CESE, donc, et son rapport aussi sur les NITS. Il y a eu le nouveau modèle de développement, avec tout ce qui a été dit sur les jeunes. Donc, il y a eu plusieurs sonnettes d'alarme qui ont été tirées. Le gouvernement, les institutions n'auraient pas pu peut-être prévoir des choses comme ça? C'est Aziz, je crois que dans votre question, il y a déjà la réponse à... oui, il y a la réponse à ça. Bien sûr que les pouvoirs publics, le gouvernement devait anticiper et agir en amont. Parce que tous les indicateurs étaient... anticiper, il y a eu des informations claires, il y a 4,3 millions de nids, il y a 13% de chômage. Il y avait des données, il y avait des données, et donc le problème, je le dis à ma manière, c'est que chez nous, on attend pour réagir de façon conventionnelle. On n'anticipe pas, malheureusement. Alors que tous les indicateurs étaient au rouge. Vous l'avez mentionné, on a les rapports du HCP, on a les rapports aussi du CESE qui ont mis la lumière sur le taux de chômage. Et d'ailleurs, depuis 2021, je crois que c'est cette année qu'on a atteint le summum, le pic, à 13,1% du chômage. Là, ça doit interpeller tous les Marocains.
Sans parler on ne parle pas tout simplement de chômage, mais on peut parler de plusieurs facteurs, comme a dit c'est Ali, les inégalités sociales, les inégalités régionales aussi, et on a eu à plusieurs reprises des marches, on a eu des sit-ins, on a eu des manifestations. Alors pourquoi attendre la catastrophe pour réagir, alors qu'il devait ou bien il pouvait réagir en amont? Et pour réagir, il fallait tout simplement d'écouter ces jeunes. Déjà, est-ce qu'on les écoute? Parce que n'oublions pas une chose, et pour moi c'est vraiment aberrant. Au même moment où c'est ce déferlement de jeunes à Fnidak, et puis on parle de Fnidak, ce ne sont pas tout simplement des jeunes de Fnidak, ce sont des jeunes qui sont partis, qui sont venus d'un peu partout. Exactement. Suite aux appels qui ont été véhiculés sur les réseaux. Absolument. Donc, au même moment, il y avait à quelques centaines de kilomètres, on avait un discours triomphaliste d'une prétendue révolution sociale dont les jeunes de Fnidak ne connaissent ni la couleur, ni l'image. Alors, c'est il y avait un contraste, vous parlez de ce qui s'est passé à Agadir avec le RN, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un contraste entre les jeunes qui essaient de passer sur ce tas et les jeunes tout à fait. Alors là, tout à l'heure, on a parlé et je crois qu'on est d'accord là-dessus, une démission collective, une responsabilité collective. On n'a pas encore parlé des partis politiques. Que font les partis politiques? Alors là, on parle... On y arrive aux partis politiques. Donc, Non, allez-y, continuez. C'est une simple remarque que je faisais. Alors, justement, quand on parle de partis politiques, moi, je les vois parler de jeunesse partisane, je les vois parler de université d'été ou bien université... Université d'été, les jeunesses de ceci, les jeunesses de cela, de tous les partis. Alors, franchement, c'est quoi l'encadrement des partis politiques? C'est, je ne sais pas moi, chanter et danser au rythme de... je ne cite pas. Alors justement, quand vous parlez des partis politiques, même question toujours pour vous, vous connaissez la technique, la même question, on fait le tour pour voir les avis des uns et des autres, mais vous avez fait une thèse de doctorat, je parle sous votre contrôle, sur la classe politique, sur la scène politique, sur les partis politiques au Maroc. Nationaliste. J'ai l'impression, j'ai vu un chiffre une fois qui est que la jeunesse marocaine adhère à 1% aux partis politiques. 1% des jeunes sont adhérents aux partis politiques qui ont tous des mouvements de jeunesse, des mouvements. Alors même question, en y ajoutant en plus les partis politiques, qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes, que toutes ces institutions, les partis politiques que vous connaissez bien, comme disait Souad Mkawi, n'ont pas anticipé, n'ont pas vu, et pourtant ils devraient être formés à ça, informés de ça plutôt. Informés à y répondre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à un certain moment un changement de paradigme de tout ce qu'on appelle politique. La politique ne s'exerce plus dans ses lieux traditionnels, ne s'exerce plus à la manière de nos ancêtres, ne s'exerce plus selon les stéréotypes que nous connaissons. La politique a changé, les partis politiques n'ont pas changé. Les mécanismes de socialisation des jeunes n'ont pas suivi non plus. Donc vous avez des jeunes qui ne croient en rien, qui ne croient surtout pas en les institutions de médiation, notamment dans les partis politiques et les institutions sociales, et même ne croient plus dans la famille. Et c'est là où il y a vraiment un problème. Donc nous sommes devant des jeunes que je qualifie de jeunes désocialisés, c'est-à-dire qui n'ont plus de repères. Alors un parti politique ne peut pas faire grand-chose devant ces enfants-là. Il n'a pas les moyens d'abord. Et il n'a pas le discours approprié. Vous avez nos partis politiques, sont des partis politiques que je qualifie de gérontocrates. C'est-à-dire qu'ils sont gouvernés par des vieux. Et ils sont incapables, oui. Même on ne peut pas dire ça du PAM, oui, qui est gouverné qui est dirigé par des jeunes, il y a MP. Oui, mais ce sont les vieux qui gouvernent essentiellement ces mentalité, vous parlez de l'esprit de la mentalité peut-être. N'ont pas changé. Donc nous avons les mêmes stéréotypes, les mêmes mécanismes et les mêmes, je dirais, lignes de conduite. Alors, ces partis politiques n'ont pas de réponse à apporter à ces jeunes-là. Tout à fait normal. D'autant plus que la famille n'aide pas, l'école n'aide pas. Donc un parti politique, on ne doit pas leur attribuer toute la responsabilité. Encore faut-il responsabiliser, je dirais, la famille. Où sont nos familles? Pourquoi ils ont démissionné de l'éducation de leurs enfants?
Pourquoi est-ce qu'un enfant de 9 ans est en train de se balader quelque part sans contrôle parental ou sans les parents? Je crois que là, il faut vraiment responsabiliser les parents parce qu'un enfant n'a pas à balader dans la nuit, n'est-ce pas? Sa place normale, c'est l'école. Et là, il faut responsabiliser les parents. Mais devant cette scène-là, nous avons des parents qui ont démissionné, un État qui n'arrive plus, je dirais, un gouvernement et des politiques publiques qui n'arrivent plus à apporter des réponses, je dirais, précises et appropriées à ces enfants. Les enfants n'ont pas besoin uniquement de l'argent de devenir riches. Ils ont besoin d'encadrement, d'école. Ils ont besoin d'éducation aussi, d'un certain nombre de valeurs. Vous ne pouvez pas donner que de l'argent à ces enfants. Et ces enfants ont beaucoup de rêves dans leur tête. C'est tout à fait normal. Vous êtes un enfant. C'est l'âge. C'est tout à fait normal. Et vous cherchez l'Eldorado. Moi aussi, quand j'étais petit, je cherchais l'Eldorado. Et l'Eldorado, pour nous, c'est... Vous l'avez trouvé? Non, jamais. Il n'y a pas d'Eldorado. Ça n'a jamais existé. Donc, l'Eldorado, c'est l'autre rive de la Méditerranée, n'est-ce pas? C'est l'Europe. Bon, c'est une image un peu embellie de l'Europe. Ils ne connaissent pas la réalité. En Europe, les gens souffrent en Europe. Mais qui peut leur dire cela? Normalement, il y a des institutions. Donc, je ne peux pas, je dirais, responsabiliser entièrement les partis politiques. Les partis politiques essaient, mais ils n'ont pas les moyens. Excusez-moi, ils sont partie prenante. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, on a responsabilisé tout le monde, mais pas les partis politiques seuls. Oui, ils font partie aussi du ils ont dispositif. Une petite part de responsabilité parce qu'ils n'ont pas le discours approprié. Mais là, c'est une démission collective. Absolument, je suis d'accord avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est une démission ou un déni ou une mauvaise prise de conscience ou mauvaise appréciation, estimation du phénomène. Alors, on vous écoute sur votre réponse. Donc, je parle des institutions constitutionnelles, d'autres institutions comme la Commission sur le modèle de développement qui n'est pas constitutionnelle mais qui a été nommée par Sa Majesté. Il y a eu aussi donc plusieurs cris qui sont venus de partout. Les médias, soit vous avez dit les médias, mais les médias font leur boulot aussi en disant attention. Pourquoi ça n'a pas marché? À votre avis, on a entendu les deux avis précédents et le vôtre. En fait, c'est une analyse sociale et sociétale de la société marocaine. On reviendrait au livre La société et l'État. Maintenant, la société, normalement, vous parlez des institutions et vous parlez des partis politiques. Les partis politiques est un des corps intermédiaires qui doit jouer un rôle. L'article 7 de la Constitution dit que les partis politiques doivent jouer un rôle dans la formation politique des citoyennes et citoyennes. Et puis, l'article continue. Les partis politiques, peut-être qu'ils ne jouent plus le rôle de la socialisation politique d'il y a 30 ans ou 40 ans ou 20 ans, parce que la jeunesse ne s'insère pas. Il y a plus, enfin, Maurice Duverger disait qu'il y avait deux types de partis, les partis de masse et puis les partis de notables. Maintenant, on n'a plus ce type de parti. Le parti est devenu, pour certains jeunes, un tremplin pour réussir, pour dire les choses comme plus clairement. Donc c'est un tremplin, pas pour servir la population, ou servir, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes en fait, ou pour les femmes ou pour les hommes. Donc parfois c'est un tremplin pour faire une réussite dans la vie sociale ou politique. Donc le rôle des partis politiques, c'était l'encadrement de la société, l'encadrement des citoyens et des citoyennes, eux et les syndicats, c'est leur rôle. Donc ils ont un rôle parmi d'autres. On a parlé des médias. Oui, les médias, ils ont aussi un rôle. Les médias doivent jouer un rôle d'éducation, de socialisation, à côté des partis politiques. La famille. Moi, je vais vous interrompre. Oui, on est dans les médias, mais on est dans les médias. C'est pas le rôle de faire l'éducation. C'est le rôle d'informer, d'analyser et surtout de tirer les sonnettes d'alarme là où il faut. Mais le rôle tirer les sonnettes d'alarme. Une seconde, il termine et vous réagissez sur elle. En faisant des analyses, en faisant des alertes et en faisant des analyses de la vie, de tout ce qui se passe. Il y a aussi le rôle, je dirais, de la famille. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de raison de trouver un enfant dans la rue à 8 ans ou à 9 ans ou à 10 ans en train de tourner. Bon, peut-être
il y aura une autre réponse. Il te dit, bon, cet enfant, il habite dans une chambre où il y a 8 personnes. Donc, Ou dans la rue. non. Dans la rue. Mais, C'est ou pas dans- un prétexte Non, non, quand non. même pour J'ai juste- démissionner non. de l'éducation Non, de ses enfants. donc la famille, elle est aussi institutionnalisée au niveau de la constitution marocaine. Et puis, si on revient même à la Je constitution... reviens à la Constitution avec vous juste À la après. constitution marocaine, je l'ai bien devant moi, il y a l'article 33, il dit il incombe, et là, au pouvoir public d'en prendre toutes les mesures appropriées en vue de quoi étendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel et politique du pays, et surtout aider les jeunes à s'insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d'adaptation scolaire, sociale ou professionnelle. Et là, on revient au rapport du CSE, donc du Conseil économique et social, qui parle des 3 points des jeunes. 330 000 jeunes quittent l'école entre le scolaire, c'est-à-dire le primaire et le second, et le collège, le secondaire. 330 000, c'est énorme. Pourquoi? Il y a aussi le rôle de l'école. On a parlé de l'ancien. Donc, c'est comme vous avez dit, Madame Kawi, c'est le rôle de tous. Nous tous, nous sommes responsables. Il n'y a personne qui peut jeter sur l'autre, mais avec ceux qui ont la qualité c'est-à-dire de la politique publique, et ça, c'est les partis, parce que c'est eux qui se présentent aux élections pour servir la population, les intérêts de la population avant les leurs, donc, et qui ont la qualité d'articuler les politiques publiques telles qu'ils nous ont dit qu'ils soient à l'opposition ou qu'ils soient à la propos des partis majorité. politiques, je vous laisse réagir sur Kao, mais pour les partis politiques, à part peut-être un ou deux, oui. Si vous permettez, il y a un cours que nous faisons peut-être, moi et mon ami, c'est Hamid, sur la socialisation politique et sur la participation politique. Il y a la participation politique normale, conventionnelle, les élections. Mais on a une autre qui est non conventionnelle, et c'est celle des mobilisations collectives. On peut dire que ces personnes qui sont parties sont dans, comme vous avez dit tout à l'heure, les marches, les manifs. C'est une forme de mobilisation collective, où les corps intermédiaires ne sont pas présents, et c'est-à-dire on dépasse les corps intermédiaires qui sont les partis, et les syndicats aussi. Donc toutes ces institutions-là, qui sont institutionnalisées dans la Constitution marocaine, sont responsables avec l'ensemble de Alors, à nous propos des tous. partis politiques, ce que j'étais en train de dire avant de vous laisser réagir, désolé, vous voulez réagir tout à l'heure, mais vous allez le faire Oui, maintenant. Après, ma remarque aussi que je vais faire, c'est que les partis politiques ont aussi brillé par leur absence. Après, à part peut-être une ou deux déclarations d'un parti ou d'autre, je pense de mémoire comme ça, Nabil Ben Abdallah, par exemple, ou le porte-parole du gouvernement qui a dit 2 ou 3 mots après le conseil de gouvernement, Ils sont désolés. Voilà. Alors, vous voulez réagir? Vous réagissez avec ce que je viens de dire aussi? Oui, alors là, je pense que nous avons un autre grand problème, et vous en conviendrez, c'est que nous avons laissé un grand vide. La famille, l'école. Il y a quelque temps encore, l'école était un moyen d'ascension sociale. Aujourd'hui, c'est, je dirais, c'est une usine d'échecs et de chômage. L'école est devenue au Maroc une fabrique de disparités sociales. Absolument, absolument, Donc, tout à ce fait. n'est plus le lieu de Exact. socialisation. Et là, je parle bien entendu de l'école publique. Alors, je reviens au vide dont je parlais tout à l'heure. Vous parlez d'école publique, d'où la disparité sociale dont parlait Absolument. Abdelhamid Al-Khattab. Nous tous, nous avons laissé un grand vide, et ce vide-là, il est comblé par des mains extérieures. Il faut faire très attention là. Pour ce qui est du gouvernement, vous venez de le dire, c'est Aziz, on se pose la question, on s'attendait à ce qu'on voit quelqu'un du gouvernement réagir le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Personne. Et le porte-parole qui sort pour dire on est vraiment désolé. Et quand est-ce qu'il le fait? Et il le fait un jeudi après un conseil de gouvernement, c'est-à-dire que là, il est dans le protocole. Il doit parler, et bien entendu, il fallait qu'il lance ce clin d'œil, tout simplement. Les partis politiques, ils ne sont pas là. Les partis politiques, déjà là, pour moi, pour ces universités de jeunesse, là, c'est une campagne électorale. Ça n'a rien à voir avec l'encadrement des jeunes.
Or, tout à l'heure, si Abdelhamid a parlé de leader, par exemple, de partis politiques, est-ce qu'il n'est pas temps, justement, de rajeunir les partis politiques? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous avons des talents. Nous avons, nos jeunes ont changé, ils ont un meilleur... Excusez-moi, avant que vous répondiez, avant que vous réagissiez, Ali, avant que vous terminiez, Souad, j'aimerais bien avoir la définition de jeune. Parce que jeunes, ils sont jeunes. C'est problématique. Au PAM, ils sont jeunes. On le dit, c'est clair. À l'Istiqlal, ils sont pas si vieux que ça. Au MP, ils sont pas si vieux que ça. Au RNI, ils sont d'âge respectable, on va dire, moyen. Et les autres, c'est quoi un jeune? Jeune, c'est quelqu'un comme, je reviens à ce qu'a dit Vous mon indiquez ami, c'est Ali. était jeune? Non, je reviens justement à ce qu'il a dit tout à l'heure. Bien sûr qu'il est Je jeune. suis jeune, bien sûr. Vous êtes jeune, selon ma définition. Vous m'avez fait perdre le fils oui, Aziz. Désolé, vous reprenez, ça va revenir. Scientifiquement, la définition de jeune est un peu... Ça va revenir. Quand ça revient, vous y allez. Oui. Nous avons deux types de définitions. Nous avons un type de définition objective, c'est-à-dire selon les tranches d'âge, et on dit que sur l'ONU et un certain nombre d'institutions gouvernementales, un jeune, c'est quelqu'un qui se situe dans la tranche d'âge entre 15 et 24 ans. Parfois, on rallonge un peu 40 ans, la liste des jeunes, etc. mais bon, D'accord. 24 ans, 25 ans, c'est maximum pour un jeune. Ok, mais il y a une définition qui est subjective. Selon celle-là, un jeune, c'est un état d'esprit. On peut toujours avoir 60 ans et être jeune dans son esprit. Finalement, c'est là où je parle de la jeunesse. Nous avons bel et bien des jeunes qui ont des tranches d'âge inférieures à 30 ans, mais avec une mentalité sclérosée des vieillards, avec une mentalité, Tout à fait. je dirais, du suivisme, n'est-ce pas, très classique, très traditionnel. Et c'est là où il faut vraiment mettre le doigt. Je vous laisse... oui, ça m'est revenu. Donc, tout à l'heure, c'est Ali a parlé justement des hommes politiques, des femmes aussi, des femmes politiques, qui se servent avant de servir l'État. Alors, si je parle de jeunes, je peux dire que, pour moi, être jeune, c'est quelqu'un qui se sent proche de la tranche d'âge dont vous venez de parler, c'est Ali Hamid. Notre jeunesse a une autre mentalité aujourd'hui. Elle a changé de mindset. On vise loin parce qu'on a un potentiel qui est négligé. Et je crois que là, pour la question, j'espère qu'on va traiter cette question de cette hémorragie justement de nos compétences. Donc la jeunesse, au fait, comme vous l'avez bien mentionné, c'est quelqu'un qui doit écouter ces jeunes. C'est quelqu'un qui voudrait déjà faire, je ne dirais pas ce métier, c'est prendre cette responsabilité, s'en acquitter avec amour pour le pays, avec patriotisme aussi. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui une grande majorité de ces gens-là qui font de la politique un métier, tout simplement, un tremplin pour d'autres postes, pour une couverture quelconque, pour se servir. Et là, c'est un autre problème sur lequel on doit se pencher et sérieusement. Alors, dans certaines contrées, on dit que on a classé les différentes générations, la génération X, la génération Y, la génération Z, donc chacune avec son temps, avec ses pratiques, ses comportements. Puis il y a aussi ces fameuses phrases, on a l'âge de ses artères, on a l'âge de ses neurones. On peut considérer qu'un jeune, c'est aussi quelqu'un qui vit avec son temps, donc qui est né il n'y a pas si longtemps. C'est quoi jeune, d'après vous ? Est-ce que les partis sont jeunes ou pas? Est-ce que vous rejoignez un peu ce qui a été dit autour de la table? En fait, c'est pas la jeunesse de l'âge. C'est vrai quand on enseigne même par rapport à les tranches d'âge qui votent, la tranche des jeunes, la tranche des retraités, parce que on considère pourquoi la tranche de jeunes s'arrête à 24-25 ans? Parce que normalement, il doit intégrer le travail, c'est-à-dire il va arrêter ses études, c'est-à-dire il va terminer ses études et il va devenir un professionnel, il va travailler. C'est pour cela cette catégorie-là, normalement, il y a 3 catégories: ceux qui travaillent,
ou bien qui chôment, et bien les jeunes qui doivent normalement être à l'école et à l'université, et puis il y a les retraités. Ça, c'est la définition, vous voulez, même en sciences politiques, qu'on a des jeunes. Maintenant, quelle est ma définition des jeunes? Moi, je rejoins Hamid et Madame Souad. C'est jeune aussi d'esprit. Un jeune d'esprit, c'est-à-dire qui comprend le temps. Le temps est le temps, avec ON et avec EMPS, c'est-à-dire dans lequel on vit et de quoi ont besoin ceux qui ont 14 et 25 ans. C'est celui qui répond à leurs revendications. Je peux avoir 50 ans ou 60 ans, mais je comprends que quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, il a des rêves d'aller ailleurs, mais il peut réaliser ses rêves dans sa région, dans son pays, dans son territoire. Pour moi, c'est ça un jeune. C'est quelqu'un qui comprend les revendications et les attentes de toute la population, de son territoire, de son pays. Et ça, c'est très important. À un certain moment, il y a une sclérose. Moi, j'aime bien ce terme. Il y a une sclérose dans l'analyse de la vie politique. Et on analyse la vie politique parfois selon le moment des élections. On est juste au moment des campagnes électorales où on arrive voir les jeunes, leur parler. Et parfois, on analyse la vie politique. Et ça, c'est un autre problème qui est général à travers je ne dirais pas les médias, mais à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire tout le monde devient un analyste de la vie politique, il se présente, il commence à analyser le droit international, les relations internationales, la psychologie, la sociologie, la médecine, et même parfois sur des plateaux, je vois certaines personnes qui analysent tout. Je me dis, ce n'est pas normal de comprendre tous ces domaines. Donc, à un certain moment, et ça c'est de la sclérose, parce que quand on fait de la politique, il faut répondre aux attentes de ceux qui nous ont élus. Ça, c'est très important. Et on ne généralise pas, certainement, mais malheureusement, aujourd'hui, les réponses ne sont pas là. Donc, c'est pour cela qu'il y a ces questions qui interpellent tout le monde. Les attentes de ceux qui ont élu, et comme une mandature ou une législature dure 5 ans, c'est l'évolution aussi de ces attentes. Parce que les attentes qu'on pouvait avoir, par exemple, pour parler de la mandature actuelle en 2021, on était en plein dans la crise Covid, ne sont peut-être pas celles de 24 ou 25, où il y a d'autres menaces qui sont apparues, ne serait-ce que dans le contexte international. Vous vouliez réagir, Hamid? Généralement, lorsqu'on évoque, on fait l'éloge de la jeunesse, on fait aussi l'éloge de l'anticonformisme, de l'esprit critique, n'est-ce pas? Et c'est ça l'idée derrière la jeunesse. La jeunesse, c'est une catégorie sociale porteuse d'un nouveau discours, n'est-ce pas? D'un discours plus critique envers... Critique ne veut pas dire révolutionnaire, ne veut pas dire nécessairement tout casser, mais quand même avec des idées novatrices. Et là, dans la jeunesse partisane, justement, c'est ce qui fait défaut, cruellement défaut. Nous avons des jeunes très conformistes qui sont dans leur zone de confort. Ils cherchent toujours leur gâteau, un morceau de gâteau. Ils attendent. Ils sont dans l'attente de récompense de leur engagement, que je qualifie aussi de fictif parfois. C'est un engagement qui n'est pas rien, parce qu'un engagement, c'est s'engager pour le bien-être de la collectivité, de l'État, de la nation, et se résilier soi-même, justement, au profit de ces institutions. Mais là, on ne voit pas la chose de cette manière-là. Ces jeunes-là sont d'abord, se servent eux-mêmes d'abord avant de servir. Bon, je ne dirais pas ça, mais vous prenez la responsabilité de ce que vous dites. Je ne veux pas faire le procès de quiconque, mais quand même... il y a une justice derrière, normalement, voilà, donc voilà, ça devrait fonctionner. Il faut changer le paradigme de la politique au Maroc grâce justement à l'éducation, à la socialisation. Alors, quand on parle d'éducation, je vois qu'il nous reste une petite poignée de minutes, donc ça fait 2 minutes chacun. Désolé, je me suis très à cheval sur le temps. On parle d'éducation, on parle de formation, on parle de partis politiques, on parle d'un certain nombre de choses, c'est très bien, mais les NEETs sont pas d'éducation, pas de formation et pas de l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle, mais il y a une tendance générale quand même. Il y a beaucoup de jeunes qui partent. Il y a des jeunes médecins, il y a des jeunes ingénieurs, il y a des jeunes très compétents dans un certain nombre de domaines. Et quand on parle de politique, vous me voyez venir, je commence par vous, Souad Mkawi, quand on parle des partis politiques, du gouvernement, de ceci, est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce qu'on n'a pas su les attirer? C'est pas toujours une question d'argent, c'est pas toujours une question de contexte professionnel, de situation professionnelle.
C'est quelque chose qui fait qu'un jeune Marocain, qu'il soit diplômé ou pas, préférait aller voir ailleurs et considérant que l'herbe est verte ailleurs. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Absolument. Je dirais effectivement, je reviens toujours au vide. Vous avez parlé de... Enfin, ce que j'appelle l'immigration économique, ce n'est pas toujours effectivement pour un souci financier, mais si on revient je commencerai par les jeunes diplômés. Les jeunes diplômés chez nous, et Dieu se le sait, c'est Ali peut le confirmer, l'État paye des sommes faramineuses pour former les jeunes. Et à un certain moment, une fois leur diplôme en poche, bien entendu, on va ailleurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ailleurs, on leur offre d'autres perspectives. Il y a l'alternance, par exemple, qui leur facilite la vie. Donc, les jeunes préfèrent aller ailleurs pour travailler et en même temps continuer, poursuivre leurs études. Il y a aussi les systèmes éducatifs étrangers qui sont performants. On doit le dire, on ne doit pas le nier. Maintenant, si on parle des ingénieurs et des médecins, c'est vraiment, je le dirais comme ça, haram. Haram qu'on laisse nos compétences, qu'on laisse notre potentiel aller ailleurs. Pourquoi? Pour tout simplement le fait que ces gens-là, effectivement, ne sont pas bien rémunérés, ils ne sont pas valorisés. Nos compétences ne sont pas valorisées au Maroc. Et c'est un grand problème. C'est pourquoi ils vont chercher ailleurs. Alors, justement, ils vont chercher ailleurs, il y a un mouvement lent, peut-être, mais un mouvement de retour qui s'amorce. Oh oui. Il y a de l'autre côté, sans citer les marques commerciales, mais il y a un groupe privé de médecine qui est en train de recruter un peu partout sur notre continent africain, en Europe, au Canada, ailleurs. Peut-être que parce que le privé est, disons, est plus engageant que le public, peut-être qu'il inspire plus confiance, peut-être que c'est peut-être un début de réponse. Nous avons notre groupe national, notre fleuron national, l'OCP, Alors pour moi, d'abord, les dans une minute et demie. Il serait très difficile de réduire les jeunes à la recherche de l'argent et de la gloire. Parfois, les jeunes, mais même nous, qui commençons à devenir des vieux, nous cherchons avant tout, l'être humain cherche avant tout la reconnaissance avant l'argent. Et je crois que ce qui fait défaut dans le service public marocain, c'est cette dose d'abord de reconnaissance de ces jeunes, des qualités de ces jeunes. Un jeune, comme s'il n'a pas sa place parmi les structures déjà en place. Non, en principe, un jeune. En fait, attends d'être moins jeune pour arriver à ce que tu veux. Et puis, il y a un autre élément qui est crucial pour expliquer ce départ massif vers l'Europe, vers l'Occident. C'est aussi je reviens toujours à la socialisation. Je crois que l'école n'est plus dans cette perspective nationaliste. Il faut inculquer aux gens des valeurs nationalistes. C'est-à-dire, nous sommes des Marocains, il faut rester Marocains. Et il faut s'engager et donner, d'accord, s'engager, mais aussi donner de soi-même pour cette nation, cette collectivité nationale. Et je crois que lorsqu'on laisse Facebook, lorsqu'on laisse les réseaux sociaux socialiser nos enfants, bien entendu, le nationalisme, l'engagement national fait défaut chez ces jeunes-là. Et je crois qu'il faut revoir ces petites choses-là. Et peut-être il y a d'énormes perspectives si l'on arrive à explorer cette piste-là. Pourquoi? Parce qu'un jeune, bon, vous donnez-moi beaucoup d'argent, après je peux rester je dirais à la base, ne pas m'engager. Mais lorsque vous me donnez la reconnaissance, lorsque vous me faites engager et associer dans un processus, d'accord, l'implication, la reconnaissance, voilà, en fait, vous l'avez dit. Ali El-Harichi, il nous reste 2 minutes. On a dit des choses. Le gouvernement, bon, il est un peu en dehors de ça, mais non, quelque part, non, parce qu'il y a les écoles pionnières qui sont faites, qui sont
très prometteuse. Il y a eu des problèmes cette année, mais on va gager que c'est très prometteur. Il y a le pacte ESRI de l'enseignement supérieur qui est aussi très prometteur. Les choses ne se sont pas faites en un jour. Peut-être qu'elles se feront dans 2 ans, dans 3 ans. Qu'il y ait cette reconnaissance, qu'il y ait cette bonne formation, cette reconnaissance. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester sur une note optimiste? Qu'il y a des choses, parce que la migration, elle est un peu partout. Hein. Ah, la migration, elle est partout. C'est le monde Tout le monde va entier. chez tout le monde. Les Européens partent aux Amériques et en Ils Asie viennent ici aujourd'hui. aussi. Ils viennent ici Ils viennent chez nous. ici aussi. Non, là, moi, je retiens deux choses. Vous avez parlé de la reconnaissance. C'est très important. Pour vous répondre rapidement, nous formons des cadres. Le problème, nous formons de très bons cadres. Le problème, pourquoi ils partent? Il y a la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Pas seulement matérielle, mais là, ici, vous avez un cadre, il sort, ingénieur, médecin, va, parfois pour un poste, ils lui disent il vous faut 5 ans d'expérience. Voilà, ils se sont Il y a inutiles. 5 ans d'expérience pour... mais la personne peut apporter. Moi, j'ai rencontré dernièrement dans un pays à l'étranger un jeune Marocain formé dans un ingénieur brillant, mais qui sont nationalistes, qui adore son pays. Il est aux États-Unis et il est formé, il est ingénieur, il est dans la plus grande, je dirais, entreprise d'informatique dans le monde. Pourquoi il est parti? Ici, il est sorti, mais il a trouvé ailleurs. Il a trouvé ailleurs, mais il veut revenir au Maroc. Les gens ne partent pas parce que seulement pour l'argent, mais ils partent parce qu'ils sont reconnus. Leurs diplômes sont reconnus, leurs connaissances sont reconnues, et puis on leur donne les moyens de développer Perspective leurs d'évolution. connaissances. Voilà. C'est ça, Et de s'épanouir. De s'épanouir. C'est la raison qui a été donnée par ceux qui sont encore rares et qui reviennent, c'est qu'il commence à y avoir les structures ici d'accueil, les salaires qui vont avec, les conditions de travail, cette forme de reconnaissance. Pour l'instant, ils sont encore rares, mais on va gager que ça va s'accélérer avec le temps. Abdelhamid Belkhtab, Ali Harichi, Souad Mkawi, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.